sangre vivo. Staline et Hitler ont chacun juré la perte de l'autre. Pourtant, ils collaborent et signent un pacte en août 1939. Ce pacte leur a permis de se partager la Pologne. Il a surtout permis à Staline d'éviter la guerre avec Hitler en la rejetant vers l'ouest. Staline rumine ce calcul. Hitler va s'épuiser dans une longue guerre avec la France et l'Angleterre. Un jour, il n'aura plus qu'à faire avancer son armée dans une Europe en ruine afin d'y instaurer le communisme. Я думаю, он делал нехорошо. Нехорошо делал. Так только людей расстрелять безвинных. Я книг много прочитал. И про Чкала, и про всех. Добрых людей много ушло. С наших с этой земли. Миллионы. Так. Я знаю, что Сталин хотел. Сталин хотел заместо Гитлера. Гитлер хотел тоже прибрать. А Сталин тоже хотел весь мир взять. И она так и шло. Она так и шло. Après une lune de miel consacrée au partage de la Pologne et au génocide commun de ses élites, le pacte entre l'Allemagne et l'URSS entre dans une phase de turbulence. Au printemps 1940, tandis qu'Hitler s'emparait de l'Europe, Staline annexait les pays baltes et la Moldavie. L'attribution de ces pays à l'URSS était prévue par le pacte. En cela, Hitler ne peut rien dire. Mais la précipitation de Staline derrière son dos pendant qu'il envahit la France l'agace. En Roumanie, Staline dépasse la Moldavie, marquant son intérêt pour les Balkans. Il menace les puits de pétrole roumains dont l'Allemagne ne peut se passer. Et cela dérange Hitler. Staline, lui, est inquiet. Il s'est allié avec le diable pour retarder une guerre certaine. L'effondrement de la France en 5 semaines déjoue toutes ses prévisions et laisse les mains libres à son adversaire. Le 22 juin 40, Hitler visite la cathédrale de Beauvais. Ce n'est pas pour un tédéum. Ses pensées louvoient autour du prochain ennemi à dévorer, l'Angleterre ou la Russie. De retour dans le wagon de Compiègne, où l'armistice avec la France vient d'être signé, Hitler fait ouvrir les cartes. Göring lui désigne sa cible préférée. L'Angleterre. Le pays est à genoux et à découvert. Himmler, à gauche sur votre écran, est du même avis. Göring argue auprès de son maître que la Russie, bien sûr, c'est l'objectif de toujours, mais plus tard, l'occasion est trop belle. Avec son aviation et un déluge de bombes, il peut forcer l'Angleterre à composer avec l'Allemagne. Hitler laisse Göring lâcher sa Luftwaffe. Pourquoi pas, qu'il essaye. Mais en même temps, il demande à son chef d'état-major de préparer un plan d'invasion de la Russie. Le bombardement des villes anglaises commence. Grâce au radar et à la Royal Air Force, les Anglais sauront résister. Göring y perdra le gros de son aviation. Les vraies pensées d'Hitler sont ailleurs. Aussitôt terminée la campagne de France, il déploie une partie de ses troupes sur les côtes face à l'Angleterre. Mais le gros de ses forces, il va les masser en Pologne, le long de ses frontières avec l'URSS. Officiellement, il s'y repose. La bataille des petits pions continue, sournoise. Hitler saupoudre d'unités armées ses alliés des Balkans, notamment la Roumanie autour des puits de pétrole. La partie d'échecs se noue. Face à un adversaire maître du jeu, le vrai problème de Staline,
et de deviner ses intentions. Après l'échec de la bataille d'Angleterre, Hitler donne l'impression de vouloir y débarquer. Il concentre des divisions blindées sur les côtes du continent. Si son plan est bien d'envahir l'Angleterre, parfait, Staline gagnerait encore du temps. Mais il se demande si ce n'est pas une manœuvre pour assoupir sa méfiance, un paravent masquant une attaque contre lui. Pour tenter d'en savoir plus, il envoie Molotov à Berlin. Le ministre des Affaires étrangères soviétique y est reçu avec tous les honneurs dus à un allié. Mais la partie tourne au chat et à la souris. Vous voyez, l'homme avec le chapeau noir, là, c'est moi. Quand il s'est approché de nous, il nous a fait le salut hitlérien, sachant que nous ne faisions pas la même chose. Il était très arrogant. Il a commencé par un long monologue sur la chute de l'Empire britannique. Très bientôt, nous disait-il, l'Angleterre sera écrasée et occupée. Il faut donc parler du sort de centaines de millions de gens laissés sans maître. Quand finalement il s'est arrêté, Molotov lui a demandé ce que ses troupes faisaient sur nos frontières. Que font-elles en Finlande? Que font-elles en Bulgarie et en Pologne, tout contre notre frontière? Hitler l'a regardé et lui a dit « Je ne sais pas ce qu'elles font ». Il s'est tourné vers Ribbentrop et lui a demandé « Vous en savez quelque chose, vous ?» Ribbentrop lui a répondu « Non, j'en sais rien ». Molotov a suggéré une pause café, le temps qu'il s'informe. Après la pause, Hitler nous dit « Effectivement, certaines de mes troupes s'y reposent avant d'attaquer l'Angleterre. » Molotov lui a demandé « Alors, pourquoi ont-elles des tanks et de l'aviation ?» Hitler a répondu « C'est pour mieux tromper les Anglais. » Alors Molotov a dit « Mais alors, que font-elles en Finlande ?» Hitler s'est un peu énervé. Pourquoi discuter de Pegadille alors que nous avons la tâche immense de nous partager les empires coloniaux des puissances occidentales? Ça a duré 2 jours comme ça. À un moment donné, on a entendu un grondement. Les Anglais savaient que Molotov était à Berlin. Ils ont envoyé 300 bombardiers fêter l'événement. On a entendu des explosions. Autour de nous, des vitres ont éclaté. Il y a eu un raffut du tonnerre. Ribbentrop a suggéré de se mettre à l'abri dans le bunker. Et on est descendu très profond sous le ministère. Le bunker était très bien décoré avec des tableaux de maîtres, sans doute raflés au Louvre, des tapis, des sculptures magnifiques. Alors que les bombes explosent, Ribbentrop se remet à parler de la chute de l'Empire britannique. Molotov lui dit alors, dans ce cas, que font les Britanniques au-dessus de votre capitale ? Que faisons-nous dans ce bunker? Ces conversations ne devaient pas mener à grand-chose. D'après un document que nous avons retrouvé, le matin même de l'ouverture des entretiens, Hitler avait ordonné que, quels que soient les résultats des discussions, la préparation du plan d'attaque de la Russie continue. 1 mois plus tard, le plan Barbarossa, dont voici l'original, est approuvé par Hitler. L'offensive est prévue en mai 41. Cela, Staline l'ignore encore. Il sait bien qu'Hitler veut sa peau. Mais une perspective intéressante endort sa méfiance. Un sommet avec Hitler. Before saying goodbye, Hitler said, Mr. Molotov, I want you to tell Mr. Stalin that I consider him to be one of the greatest men of our century. À la fin des entretiens de Berlin, quand Hitler a pris congé de Molotov, il lui a dit « Je voudrais que vous disiez à M. Staline qu'il est un grand homme de ce siècle et qu'il restera dans l'histoire. Et moi aussi, je pense que je resterai dans l'histoire. Cela mérite que nous nous rencontrions. » C'était une proposition formelle pour une rencontre dans un futur proche. Cette perspective bluffe Staline.
Il veut y croire parce qu'un sommet signifie gagner du temps. Néanmoins, il se méfie, parce qu'il sait qu'Hitler cherche un accord avec l'Angleterre, qui lui donnerait les mains libres pour attaquer la Russie. Staline trouve un moyen de le détourner de ses frontières. Ses agents favorisent un coup d'État militaire à Belgrade qui n'est pas favorable au Reich. La réaction d'Hitler est immédiate. En 10 jours, il s'empare de la Yougoslavie et dans la foulée de la Grèce. Il ramène aussitôt ses panzers sur la frontière polonaise. Cependant, son coup de poker dans les Balkans retarde d'un bon mois l'attaque contre la Russie. Faut-il prendre le risque de précipiter le plan Barbarossa ou le reporter d'un an? Ces généraux font valoir qu'en un an, l'armée rouge aura le temps de se renforcer. Hitler hésite, puis décide d'attaquer. Il choisit le 22 juin, date fameuse, trop tardive, de l'entrée de Napoléon en Russie en 1812. Mais Hitler a la certitude de réussir, son génie ne lui permet-il pas de relever tous les défis? Apparemment, Staline ne se doute de rien. Le surhomme n'a plus qu'à se fier à sa bonne étoile. Le Russe a l'arme au pied, l'Allemand l'arme au poing, il est clairement l'attaquant. Des deux côtés, les rassemblements militaires sont les plus importants de l'histoire. 7 millions de soldats sont face à face. La plus grande bataille de tous les temps n'a pas lieu. Dès le premier jour, l'armée rouge est bousculée et reflue en désordre. En quelques jours, elle est quasiment anéantie. En quelques semaines, les Allemands font 1 million de prisonniers. Staline est-il échec et mat? Non, la partie est loin d'être finie. Revoyons, à la lumière de nos propres trouvailles et de nos témoignages, le fil des mois qui précèdent une telle débâcle. La version soviétique est celle d'un Staline totalement pris par surprise, trahi et roulé par Hitler. Cette version, qui prévaut encore, même à l'Ouest, implique l'imprévoyance de Staline et la bêtise de son état-major. Faute, somme toute préférable à l'obstination dans l'erreur. La réalité et le calcul de Staline sont tout autres. Staline masse des troupes sur sa frontière avec l'Allemagne. Il y expédie ses armées de Sibérie et du Caucase. Le nombre de soldats y passe de 2 à 4 millions. Nous avons vu des divisions s'approcher du front, des convois ferroviaires à la queue leu-leu, avec des troupes, du matériel, de l'artillerie, et tout ça se dirigeait vers le front. Contrairement à toute précaution en matière défensive, Staline fait construire un chapelet d'aérodromes militaires, tout contre la frontière. À Lychitsi, à 2 km de la frontière, pour construire l'aérodrome, les Soviétiques ont évacué toute la zone. Ils ont expédié les Polonais en Sibérie. Ils ont ouvert beaucoup d'aérodromes par ici. Il y en avait plein, tout le long de la frontière. L'armée rouge a une tradition offensive. Sa doctrine est offensive. L'essentiel de son armement est offensif. Sa pratique et son entraînement sont ceux de l'attaque.
Les agents de renseignement et les observateurs militaires étrangers, invités à assister aux grandes manœuvres de l'armée rouge, sont unanimes à le constater. Et à quoi servirait, si ce n'est pour tomber sur les arrières de l'ennemi, l'entraînement de centaines de milliers de parachutistes? De la guerre, cet esprit offensif se double chez Staline d'un mépris du défensif. L'exemple le plus éclatant en est cette sorte de ligne Maginot qui s'étendait de la Baltique à la mer Noire. Après le pacte avec Hitler, Staline l'a fait totalement désactiver. Elle n'a même pas servi à freiner l'avancée allemande. Il y avait des champs de mines? Non, pas de mines, ils n'ont jamais mis de mines par ici. Pas de champs de mines? Не было абсолютно Pas de fossé anti-char? Никаких рвов, Абсолютно ничего не было. Абсолютно ничего. Траншеи. И ничего. Il n'y avait aucune défense terrestre. Не было абсолютно. Cette date est un tournant. Staline, qui a pourtant tous les pouvoirs, se fait nommer chef de gouvernement. Le même jour, devant les cadets des académies militaires, il prononce un discours secret. Pour la première fois, il désigne l'ennemi, l'Allemagne. 10 jours plus tard, un document top secret que nous dévoilons pour la première fois. Une directive offensive contre l'Allemagne de l'état-major général est adressée à Staline. Le texte est manuscrit, signé par le ministre de la Défense Timoshenko et le chef d'état-major Zhukov. L'armée allemande est capable de nous devancer en nous attaquant par surprise. Je considère pour absolument indispensable de ne pas laisser l'initiative à l'adversaire et de le devancer. Devancer est souligné 2 fois. Et de l'attaquer alors qu'il n'est pas tout à fait prêt afin de l'écraser. Я глубоко убежден, что эта идея принадлежит Сталину. Je suis persuadé que cette idée est de Staline. Selon moi, elle lui est venue après la visite de Molotov à Berlin en novembre 40, quand il a compris que la guerre était inévitable. Le général Yatchenko connaissait l'existence de ce document. Le ministre de la Défense de l'époque, le général Timoshenko, lui avait raconté la scène au cours de laquelle Staline avait rejeté le plan d'offensive de Zhukov. Pendant que Zhukov parlait de division et de corps d'armée, Staline s'est levé. Il cognait sa pipe de mauvaise humeur. Il s'est mis à marcher de long en large. Il s'est approché de Zhukov et il lui a dit « Tu veux faire peur à qui, là ? Tu veux faire peur à qui ?» Il y avait tout le politburo. Staline l'a tant vexé que Zhukov fait partie à côté. Et après, Staline a dit « C'est la faute de Timoshenko, ça. C'est lui qui a poussé Zhukov à faire ça. » Alors Timoshenko, il faut le fusiller? Je ne sais pas, je le connais depuis la guerre civile, c'est un combattant honnête. Moi je croyais que c'était un homme intelligent, mais son cerveau il n'est pas plus grand que ça. Il n'est pas fichu de réfléchir. Et puis Staline a repassé la tête et il a dit « Timoshenko et vous là-bas à la frontière, ne vous avisez pas de déplacer ne serait-ce qu'une seule unité sans mon autorisation. Sinon les Allemands vont se sentir provoqués et vont avancer leur attaque. »
Si j'apprends que vous faites venir des troupes, alors les têtes vont tomber. À l'époque, contrarier Staline signifiait qu'on allait directement boire un café chez Beria, c'est-à-dire en prison. Ceux qui disent que Zhukov est l'initiateur du plan sans en avoir parlé à Staline se trompent. En matière de stratégie militaire, rien ne se faisait en dehors des directives de Staline. Si Staline a vraiment été l'inspirateur du plan d'offensive et qu'il l'a finalement jeté à la figure de son chef d'état-major, c'est qu'il a changé d'avis. Pourquoi? Staline pense d'abord que l'attaque allemande est de moins en moins probable. Le calcul de Staline était que l'Allemagne ne pouvait pas faire la guerre sur deux fronts, comme l'avait démontré la Première Guerre mondiale. Sinon, elle irait à sa perte. Et il pensait donc que Hitler n'était pas aventurier au point d'attaquer l'URSS avant d'en avoir terminé avec l'Angleterre. Staline savait que les Allemands allaient attaquer, mais il pensait qu'ils ne le feraient pas avant 2 ans. C'était sa ligne de conduite, et il s'y est tenu jusqu'au bout. 1 an ou 2 de plus, et on aurait reçu Hitler d'une autre façon. Staline répète qu'Hitler ne l'attaquera pas avant 1942, mais il n'en est pas sûr. Ce dont il est sûr, par contre, c'est que son armée est faible. 3 ans auparavant, 35 000 officiers, la fine fleur de l'armée rouge, avaient été fusillés sur son ordre. Son armée n'a plus de tête. Qui est responsable? Bien sûr, c'est la faute de Staline, de Beria, du NKVD. Notre armée avait été décapitée par la Grande Purge. Notre commandant en chef en Biélorussie avait 28 ans. Il était un simple aviateur pendant la guerre d'Espagne. On l'a nommé ici, et d'un coup, il commandait 1200 avions. Nos chefs n'avaient pas d'expérience. En juin, Staline sait qu'Hitler va l'attaquer. Contrairement à ce que l'histoire officielle de l'URSS voudra faire croire pour le disculper, Staline reçoit des informations et des avertissements de plus en plus précis de ses réseaux de renseignement et de ceux qui combattent l'Allemagne, comme Churchill. Il craint une opération d'intoxication des Anglais, qui seraient bien soulagés de le voir faire la guerre à Hitler. Mais il cherche surtout, par tous les moyens, à retarder l'attaque allemande. Même les télégrammes de son espion à Tokyo, Richard Sorge, lui donnant le jour et l'heure de l'attaque, le laissent froid. Il a décidé de ne rien faire. Et dans ce pays qui ne fonctionne que sur ordre d'en haut, plus rien ne se fait. Sur le terrain règne l'immobilisme et l'incohérence. Maintenir des avions aussi près de la frontière, bien sûr que c'était une idiotie. Alors que les soldats voyaient bien ce que faisait l'ennemi de l'autre côté. Alors on peut supposer que nous nous apprêtions à attaquer. Staline décidait de tout, on ne pouvait rien faire dans son dos. Quand nous avons vu les concentrations de troupes allemandes, on n'a pas venu Moscou. On aurait dû prendre des mesures, ramener l'aviation vers l'arrière pour éviter une attaque par surprise. Il n'y a pas eu d'ordre. Résultat, nous n'étions prêts ni pour la défensive ni pour l'offensive. Nos troupes ont été surprises alors qu'elles étaient encore dispersées. La confusion était totale. La crainte d'une précipitation de l'attaque allemande jette Staline dans la phobie de la provocation. La provocation, ne serait-ce que constater sur place les préparatifs allemands et en parler, est passible d'une arrestation, voire d'une mort immédiate. Sur ses frontières avec l'Allemagne, il veut le calme plat. Nous n'avions pas le droit d'ouvrir le feu vers le côté allemand, ni vers le nord, ni vers le sud. On avait le droit de tirer que vers l'est, c'est-à-dire vers chez nous. En juin, les Allemands violaient sans arrêt notre espace aérien. Nous n'avions le droit que de les regarder passer. Et moi, à la DCA non plus.
J'aurais bien aimé leur tirer dessus. Interdit. Il ne devait y avoir aucun prétexte de conflit. Les mines existaient, mais elles se trouvaient dans des dépôts. Staline n'a pas permis qu'on les enterre contre la frontière parce que, selon lui, les Allemands y trouveraient un prétexte pour avancer leur attaque. Au fond de son bureau du Kremlin, quel genre d'ordre écrit Staline? Au lieu d'organiser la défense de sa frontière, il digère ses conquêtes du pacte, les 3 pays baltes, où les troupes du NKVD procèdent à une soviétisation active et commettent la même extermination des élites qu'en Pologne. Alors qu'elle aurait fort à faire pour organiser sa défense, l'armée est mise à contribution pour déporter des dizaines de milliers de personnes. La veille de la guerre, le 21 juin, il y avait ici 50 camions du NKVD pour déporter les gens du coin. Les Russes ne voulaient laisser que très peu de Polonais. Ils amenaient ceux qui, selon eux, avaient trop de terre ou des gens qui ne leur plaisaient pas. Quand les Boches ont attaqué, ils n'ont pas eu le temps de les emmener et les Polonais arrêtés ont déguerpi. Certains de ces convois ont été bombardés par l'aviation allemande le premier jour de la guerre. Les conducteurs russes les ont arrêtés pour fuir, sans ouvrir les portes des wagons. Dans ceux-ci, il n'y avait que des enfants. Ils sont morts de faim et de soif. Pour retarder la guerre, Staline joue son va-tout sur une entente avec Hitler. Il écrit lui-même un communiqué. Les rumeurs de guerre sont des ragots. L'Allemagne est l'allié de l'URSS. On se demandait à quoi pensait notre cher gouvernement. Il pensait à négocier. Staline ne pensait qu'à ça. Tout faire pour retarder la guerre, ne serait-ce que d'un mois, d'une semaine, d'un jour. Son ambassadeur à Berlin harcèle la chancellerie. Il est régulièrement éconduit. Il y a cru jusqu'au dernier moment. La veille de l'attaque, le 21 juin, nous avons reçu un télégramme de Molotov. C'est clair qu'il venait de Staline, demandant une rencontre immédiate avec Hitler pour régler toute plainte allemande, quelle qu'elle soit. Le 21 pourtant, Staline respire. Le 22 juin 1812 est la date d'entrée de Napoléon en Russie. On connaît la suite catastrophique. Staline pense qu'Hitler ne bougera plus, passé une date aussi fatidique et tardive. Seul Zhukov est inquiet. Zhukov m'a raconté que le 21 juin au soir, il a vu Staline avec son dossier rouge, un dossier qu'il promenait toujours avec lui sur l'imminence d'une attaque allemande, pour demander à Staline de mettre au moins les troupes en état d'alerte. Finalement, Staline accepte. Mais il écrit sur le document, en cas d'attaque allemande, chercher par tous les moyens à s'entendre avec l'ennemi. Voilà où il en était arrivé. Le dimanche 22 juin, sur les aérodromes, il devait y avoir l'ouverture des camps d'été. Les femmes et les enfants étaient invités. On a appelé les artistes de Grodno. Donc le 22 juin devait être un jour de fête. Bien qu'on ait constaté la préparation allemande de l'autre côté de la frontière, on se préparait à la fête. Ça, pour une fête, ça a été notre fête. Totale défaite dès le premier jour de la guerre. Ce soir-là, tous les généraux russes étaient au théâtre. Une cible parfaite pour un bombardement. C'était une belle aube tranquille. Le soleil s'apprêtait à poindre. Un si beau temps, une telle beauté. Le sergent m'a demandé si j'avais une fiancée, etc., etc. Остаются считанные минуты.
190 дивизий, нацеленных на восток, ждут сигнала. Et soudain, nous avons entendu un grondement de moteur qui démarre. Заработали моторы, большой появился шум. Такое прекрасное утро. Et puis un grand vacarme de salves d'artillerie. Небо, грохот артиллерийский. Когда я спросил сержанта, J'ai demandé au sergent, ça aussi c'est une provocation? немножко и перепугался, это что, провокация? Он Il a говорит, dit non, c'est la guerre. это война. Immer näher geht es an die Stadt heran. Les Allemands entrent en Russie comme à la parade. En phase 2, pendant les premières heures, ils ont affaire à des soldats qui avaient reçu l'ordre de ne pas répondre aux provocations et qui parfois l'ont strictement appliqué. Les Russes n'ont pas eu le temps de réagir, ils se sont enfuis à toutes jambes. Il n'y a pas eu de bataille. J'étais alors à la campagne. J'ai vu un train du NKVD avec des chefs, pour certains sans habits. Le commandant était échevelé et en caleçon long sur le devant d'un loco, comme s'il s'échappait d'un incendie. Nous, on dormait dans la grange, là, et les Russes par là. Ils faisaient la fête. Ils ont picolé toute la nuit. Il y a eu de l'artillerie, un putain de vacarme. Un obus est tombé là-bas, et là-bas. Des putains d'entonnoirs. Alors les Russes sont tous sortis à poil, pieds nus, ils ont couru à travers le champ. À 10 h du matin, il n'y avait plus un Russe, les cheleux étaient déjà bien listocs. Partout, les soldats se sauvaient en caleçon. Росія продала немцам, Сталин продал все. C'est Staline qui a vendu le cuir aux Allemands. Il les a chaussés avec notre peau. Les soldats russes avaient des bandes moltières. А он, видишь, что, а в них ботинок был. Солдата русского ботинок. Hitler a chaussé ses soldats avec de vraies bottes. L'Allemand, il n'avait qu'à mettre son pied dans la botte, tandis que les nôtres, avec leurs bandes moltières. En 2 mois, les Allemands font 1,5 million de prisonniers, dont ils ne savent que faire. En 1941, ils mourront de faim au train de 4000 par jour dans les camps en Pologne. Les pertes soviétiques en matériel, dès les premiers jours de la guerre, sont catastrophiques. J'ai été impressionné par le nombre des avions sur les aérodromes. Ils étaient rangés côte à côte, ça nous a surpris. Quand les bombes tombaient sur l'un, le feu se propageait aux autres. Они были в линейку выстроены все. И удар начали, они их сразу все сожгли. Combien détruit en une journée en Biélorussie? В Беларуси 1200 самолетов. 2700. 2700. 2700. Il a battu le premier jour de la guerre. 28 avions. 28 avions? 28 avions. Il peut le dire en français? Non, parce que j'ai 28 avions, j'avais battu. Non, t'as que ce que j'ai. De la classe des hommes nés entre 20 et 23, il ne restait en 1945 que 3%. 3% de héros d'un peuple martyr. La langue française. Je vais à l'académie, je vais dans l'académie. Es war für uns unheimlich.
C'est hallucinant, cette quantité de matériel et d'armes dirigées contre nous. C'était clair pour nous ce que voulait Staline. Si nous avions débarqué en Angleterre, il nous serait tombé dans le dos et ça aurait été une catastrophe. Entre le 22 et le 25 juin, pas de journal de l'armée. Plus que par la consternation due au désastre, Moscou a été transi par le silence de Staline. And Stalin just could not believe that this happened. You see, he even could not speak, you know. Quand il a appris l'attaque allemande, Staline ne pouvait y croire. Il en est resté muet, paralysé pendant plusieurs jours. Il a laissé Molotov s'adresser au peuple. Lui, il ne pouvait pas. Il a été si humilié qu'Hitler ait pu être plus malin que lui. Had succeeded in outwitting him. Staline ne s'est exprimé qu'une douzaine de jours plus tard. Il s'adresse à ses frères et sœurs, non plus au nom de la patrie du prolétariat, mais au nom de la patrie russe. Son appel tombe à plat dans les pays conquis grâce au pacte, où la soviétisation forcée a fait prendre le régime en horreur. Dans les pays baltes et ici en Ukraine, les Allemands sont souvent accueillis en libérateurs. Cela ne durera pas longtemps, car derrière la Wehrmacht passent les SS et la Gestapo. En Russie, comme nulle part ailleurs, ils se comportent comme des barbares. Ils vont retourner la population contre eux. La réaction de Staline s'est produite bien tard. L'élan de la Wehrmacht vers Moscou est irrésistible. Ein erbeutetes Steppenkamel. Asiens Grenze ist nicht mehr weit. Oui, ça a été facile. Si facile. Жуков m'a dit, heureusement que Staline nous a empêchés d'appliquer le plan d'offensive, parce qu'avec cette armée que nous avions, nous aurions subi des pertes encore bien plus importantes et les Allemands auraient pris Moscou sans difficulté. Comme lors de la campagne de Napoléon, l'armée rouge tente un premier arrêt à Smolensk, à 500 km de Moscou. Essuyant des pertes effroyables en hommes et en matériel. Guderian force le passage non sans mal. Ses chars pataugent dans les marécages. Puis l'automne arrive, avec les pluies, rendant les chemins impraticables. L'état-major allemand s'enlise et réalise que la guerre sera longue et que l'Allemagne risque de la perdre. Et le vrai calcul de Staline se révèle alors. Pour l'emporter sur Hitler, comme du temps du tsar contre Napoléon, il comptait sur son réservoir humain. Peu importe les pertes du moment que l'ennemi s'use. Son mépris de la souffrance humaine lui permettait ce calcul. Il comptait sur l'immensité du territoire russe. Il savait qu'il avait pour lui la durée, le temps, l'hiver. Il arrive, impitoyable cette année-là, quand les Allemands sont aux portes de Moscou. La Wehrmacht est arrêtée, frigorifiée. Côté russe, plus personne ne recule. À Borodino, dont Napoléon avait forcé le passage, l'armée rouge repousse les Allemands. La suite est connue. La contre-attaque des Sibériens contre une armée qui n'a plus d'essence ni de manteau. La levée en masse, comme à Valmy. Hitler n'atteindra jamais Moscou, pourtant à portée de ses canons. La suite, c'est la victoire de Stalingrad. La suite, c'est l'héroïsme du soldat russe, l'élan patriotique. La suite, c'est l'élan patriotique. La suite, c'est l'héroïsme du soldat russe, l'élan patriotique. La suite, c'est l'héroïsme du soldat russe, l'élan patriotique. La suite, c'est l'élan patriotique. La suite, c'est l'héroïsme du soldat russe, l'élan patriotique. La suite, c'est l'héroïsme du soldat russe, l'élan patriotique. La suite, c'est l'héroïsme du soldat russe, l'élan patriotique. La suite, c'est l'héroïsme du soldat russe, l'élan patriotique. La suite, c'est l'héroïsme du soldat russe, l'élan patriotique. La suite, c'est l'héroïsme du soldat russe, l'élan patriotique. La suite, c'est l'héroïsme du soldat russe, l'élan patriotique. La suite, c'est l'héroïsme du soldat russe, l'élan patriotique. La suite, c'est l'héroïsme du soldat russe, l'élan patriotique. La suite, c'est l'héroïsme du soldat russe, l'élan patriotique. La suite, c'est l'héroïsme du soldat russe, l'élan patriotique. La suite, c'est l'héroïsme du soldat russe, l'élan
Le travail des femmes et des enfants 24 heures sur 24 dans les usines. D'où les chapelets d'armes sortent sans fin. C'est aussi l'aide massive des Américains, sur laquelle Staline comptait. La suite, c'est la terreur stalinienne, pire encore en temps de guerre. Elle frappe aveuglément les déserteurs, les prisonniers soviétiques qui ont pu se libérer, les collaborateurs. Les exécutions éliminent les soldats coupables du moindre pas en arrière, quand les troupes du NKVD qui les surveillent derrière la première ligne ne l'ont pas déjà fait. Les Allemands brûlaient les villages où un Allemand, même un seul, avait été tué. Cela faisait des partisans qui partaient dans la forêt. Comme il n'y a pas eu beaucoup de villages brûlés, Staline a utilisé des prisonniers de guerre allemands ou des policiers déguisés en allemands pour battre les gens ou incendier des maisons. Cela produisait des partisans qui partaient se battre contre l'occupant. Nous avons retrouvé cette directive qui en dit long, d'août 41, ordonnant aux organismes publics de n'apporter aucune aide aux familles des prisonniers de guerre soviétiques. C'est signé par Staline, Molotov, Boudionov. Lorsqu'ils seront libérés après la guerre, beaucoup seront déportés au goulag. Ce peuple martyr connaît sa 3e invasion en 5 ans. L'armée rouge revient en Pologne en 1944, avec cette fois l'intention de ne plus en repartir. L'armée intérieure polonaise, qui est associée au dispositif allié et donc reconnue par Staline, s'empare de Vilnius. Vilnius a été repris aux Allemands par les Polonais. Quand l'armée rouge est arrivée, la résistance polonaise lui a remis la ville. Les soviétiques ont invité les chefs de l'armée intérieure polonaise à un banquet. Nos chefs ont accepté d'y aller, d'autant que la résistance polonaise et l'armée rouge menaient le même combat contre l'armée nazie. Donc ils vont au banquet, et là, les soviétiques les arrêtent. Ils ont tous été déportés au goulag. Moi, personnellement, j'ai eu droit à 10 ans de camp en Sibérie. Pourquoi vous avez été arrêté? Pour résistance. Pour résistance. Mais vous résistiez aux Allemands? Oui, les soviétiques aussi luttaient contre les Allemands. Mais quand ils sont arrivés, ils nous ont tous raflés. Parce qu'ils savaient que des gens capables de résister aux Allemands seraient aussi capables de leur résister. Staline réserve un autre genre de fête à Varsovie. Quand ses troupes atteignent la ville, la résistance polonaise y mène une terrible bataille contre les Allemands. Derrière la Vistule, les Polonais croient que l'armée rouge arrive à la rescousse. Pas du tout. Au contraire, elle recule d'une vingtaine de kilomètres et se repose. Staline laisse Hitler faire le sale boulot, écraser la résistance polonaise, anéantir le cœur d'une nation à sa place. Sur ordre d'Hitler, plus une seule brique ne doit rester l'une sur l'autre dans Varsovie. Son ordre est scrupuleusement respecté. Quand la Wehrmacht se retire devant l'armée rouge qui a repris sa marche en avant, Varsovie, encore fumante, est aussitôt investie par ce que les Polonais appellent les rats, les cadres communistes polonais formés à Moscou et leurs anges gardiens du NKVD. Les capitales des pays d'Europe centrale ne connaîtront plus désormais que le règne des hommes au chapeau mou. Ils seront bientôt à Berlin, au cœur de cette Europe, où Lénine et Staline ont toujours rêvé de porter la révolution. Прозвучавший в тот день команды «Водрузить знамя победы над Рейхстагом». Знамя победы
Staline est maintenant le maître du jeu. Berlin, son joyau, est abîmé. Il préfère convier ses alliés dans l'ancienne capitale des rois de Prusse, Potsdam, où il arrive en commandeur. Face à des alliés dans la débandade. Churchill, renvoyé par ses électeurs, sera remplacé en pleine conférence par Clément Attlee. Roosevelt vient de mourir et son successeur Harry Truman fait ici ses premiers pas sur la scène internationale. Staline jette dans la balance le poids de ces 20 millions de morts et obtient presque tout ce qu'il veut. Moment de triomphe. Les accords de Yalta ont été confirmés. Il lui accorde la moitié de l'Europe. Et le tiers de l'Allemagne. Le brise-glace est arrêté à Berlin. L'Europe occidentale est sauve. Mais en Europe orientale, Staline peut faire ce qu'il veut. En Allemagne de l'Est, la soviétisation commence aussitôt. La police soviétique frappe l'éternel ennemi des nazis et des communistes, les socialistes. Les camps de concentration ont été fermés par les Alliés. Et dans leur zone, les Russes ont rouvert les camps aussitôt pour y remettre les prisonniers des nazis. Parce qu'il est socialiste, les Russes le remettent dans la même prison d'où il venait de sortir, comme des centaines d'autres socialistes par section entière. Les gardiens sont souvent d'anciens nazis. Quand il a été arrêté par les policiers est-allemands et les agents du NKVD, tous les interrogatoires se sont faits en russe. La déposition sur ses soi-disant activités antisoviétiques était également écrite en russe. En prison, ils nous donnaient trop peu pour vivre, mais juste assez pour nous empêcher de mourir. Ça n'intéressait pas du tout les communistes de savoir pourquoi quelqu'un avait été arrêté par les nazis. Je suis le dernier survivant des socialistes qui ont connu les prisons nazies et communistes. À 2 pas de là, se dresse cette bâtisse de l'ancienne Stasi et du KGB. Les cadavres des gens exécutés dans le secret étaient brûlés dans un four crématoire. En 1933, j'ai été arrêté par la SS, puis remis en liberté sous contrôle. Je suis alors passé en URSS. En 1937, j'ai été arrêté par le NKVD. En 1938, livré à la Gestapo à la frontière russe. La Gestapo m'a finalement remis en liberté parce qu'on me savait devenu anti-soviétique. En 1945, je suis prisonnier de guerre des soviétiques, libéré en décembre 1945. En 1950, à Berlin-Est, je suis arrêté par la Stasi et le KGB. 25 ans de goulag en Sibérie, à Vorkuta. Dans le camp, je suis avec d'anciens nazis. Nazis et communistes s'entendent bien. Les nazis sont bien traités. Moi, pas. Je demande au commandant du camp pourquoi. Il m'a répondu, toi, tu es un communiste renégat. Tu es un plus grand porc que les nazis. Les communistes, vous voyez, ne vous lâchez jamais. Victoire militaire à Berlin, triomphe politique à Potsdam, consécration morale de Staline à Nuremberg. En tant que fauteur de guerre et criminel contre l'humanité, seuls les nazis sont jugés. Staline est sanctifié et il fait tout pour ça. Mon père était adjoint du procureur général de l'URSS à Nuremberg. Pendant le cours du procès, il a été retrouvé mort dans sa chambre, officiellement un suicide. Moi, je crois qu'il a été assassiné. J'en ai des preuves.
J'ai passé ma vie à comprendre pourquoi. Staline avait chargé son père de plusieurs missions. La première, de rencontrer en secret Ribbentrop dans sa cellule pour lui proposer de ne pas évoquer le pacte de 1939 sur le partage de la Pologne. En échange de quoi, Moscou s'arrangerait pour qu'il ne soit pas condamné à mort. Ribbentrop a refusé. Et en cela, son père a échoué. On lui a aussi demandé de tout faire pour imputer aux Allemands le massacre de Katyn. Son père, qui connaissait le dossier, a tenté d'expliquer à ses supérieurs que nier l'évidence risquait d'être impossible. Il s'était ainsi attiré les foudres de Staline. Cela suffisait pour être assassiné. À Nuremberg, aux côtés des Alliés, Staline est jugé parti. Son tour de force a été de faire porter la responsabilité de la guerre par les seuls chefs nazis, alors qu'il a contribué à la déclencher par le pacte avec Hitler. En imputant crimes de guerre et crimes contre l'humanité aux seuls nazis, les juges de Nuremberg effacent ceux de Staline, ce qu'il a commis contre son propre peuple, contre les peuples baltes et polonais. Par la suite, avec le silence des Alliés et celui de beaucoup d'historiens, Staline réussira à apparaître aux yeux de forces de gauche du monde entier comme une figure de proue du camp démocrate. Cette carte a connu bien des meurtres de la vérité. Il a porté de les reconnaître et d'en établir la préméditation.